Bonjour à tous. Donc, on va commencer cette table ronde. Bon, pour prolonger un petit peu sur ce discours d'introduction, je dirais qu'on a vraiment une nouvelle catégorie d'acteurs aujourd'hui qui est arrivée sur le marché immobilier. D'abord aux États-Unis, puis en France, ils font leur montée en puissance. On les appelle donc les e-buyers parce qu'ils proposent d'acheter votre maison en 48 heures sur Internet, en faisant tourner donc des algorithmes. Dans ce nouveau modèle, on va dire que plusieurs problématiques se posent, celle déjà du juste prix, du financement bien sûr, et de la gestion d'un stock de maisons. Toutes ces problématiques vraiment vont conditionner le développement de leur activité. Doit-on parler de transformation du processus de la transaction classique immobilière ou peut-on parler plutôt de remise en cause du modèle d'intermédiation classique? En tout cas, si on n'a pas de réponse immédiate, on peut dire que ces nouveaux acteurs font réellement bouger les frontières. Il est clair que plusieurs questions vont se poser et on va essayer d'y répondre à travers plusieurs questionnements. Le premier, c'est déjà qui sont ces acteurs, quelles sont leurs propositions de valeur, comment fonctionne leur modèle sur l'évaluation du prix notamment, le commissionnement, le financement de leur activité, quelles sont les perspectives pour leur développement, quelles sont les conséquences aussi sur les structures concurrentielles existantes. Et puis enfin, on peut se poser la question de la viabilité de ces modèles en situation de crise. Donc pour y répondre, on va avoir 4 acteurs. Déjà, Isabelle Vriard, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis consultante indépendante. J'ai la chance d'habiter en Floride depuis 5 ans. J'ai créé l'étude Immopinion, qui est une étude française sur les professionnels français, mais je le fais avec un regard lointain, on va dire, et je suis ici en tant qu'observatrice du marché américain. Olivier Colcombé. Bonjour à tous, donc je suis français, je vis en France, je paye mes impôts en France. Je suis française. J'ai la joie de diriger le groupe Digiterra, qui réunit des marques comme Capifrance, Optium, Dreamkey, Dili dont on va parler, qui est Buyers, donc, mais aussi Coworkimo. Voilà, ravi d'être avec vous. Et David Melopena. Bonjour, donc David Melopena, je suis gérant de la société vendezvotremaison.fr et on est présent sur une vingtaine de départements aujourd'hui. Aurélien Goutefard. Aurélien Goutefard, Homeloop. Donc je suis le fondateur d'Homeloop et j'ai eu la chance il y a 2 ans d'être primé au prix de la Startup Rent 2016. Donc c'est un honneur de revenir 2 ans après pour parler d'Homeloop. Merci. Donc je vais peut-être demander d'abord à Isabelle de nous présenter les e-buyers aux États-Unis. Alors, je vais essayer de faire vite. Je ne sais pas si vous êtes là parce que vous connaissez le modèle ou parce que vous voulez le découvrir. Les e-buyers, ce sont ces sociétés qui, depuis 2-3 ans aux États-Unis, achètent des maisons en ligne. Leur promesse aux vendeurs, c'est de remplir un questionnaire relativement court sur Internet et en 48 heures, de leur envoyer une offre d'achat ferme. Donc, vous êtes propriétaire, vous voulez vendre. 2 jours après, quelqu'un est prêt à vous acheter votre bien. Si vous êtes d'accord sur le prix, vous pouvez même choisir la date de la signature, qui peut être aussi rapide que 7 jours plus tard, ou évidemment, on peut vous laisser un peu plus de temps si vous avez besoin de faire vos cartons. Le principe, c'est qu'ils achètent des maisons vides, ils repassent une petite couche de peinture, font éventuellement des réparations nécessaires pour les remettre sur le marché, en moyenne dans les 3 semaines. Et le service rendu à l'acheteur, c'est de mettre des cadenas connectés et que l'acheteur puisse visiter seul, de 7h du matin à 22h, autant de fois qu'il le souhaite, une maison avant de faire sa proposition d'achat. Voilà le principe général des e-buyers et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de leur actualité et de pourquoi ça se développe. Absolument. Merci Isabelle. Aurélien, pourrez-vous nous expliquer en France le principe des e-buyers? Oui, absolument. Donc effectivement, le marché français aujourd'hui, je dirais les méthodes traditionnelles de vente sont des processus qui prennent en moyenne 4 à 6 mois si tout se passe bien. On constate que c'est effectivement un temps très long pour certains propriétaires. Donc nous, chez Homeloop, c'est le constat qu'on a fait au départ et on s'est dit aujourd'hui on peut vendre notre voiture sur Aramis Auto ou vendezvotrevoiture.fr en quelques clics et en 24 heures. On s'est dit pourquoi pas faire ça dans l'immobilier.
Et donc le concept donc de Homeloop est exactement ce que vous décriviez. Donc il y a un formulaire, on fait une offre directement en ligne où on fixe le prix estimé du bien, le coût du service Homeloop et le net vendeur que le vendeur peut recevoir dans un délai entre quelques semaines et 2 mois en fonction du droit de l'urbanisme. David Melopena, vous avez des choses à rajouter par rapport à ce principe, à cette valeur que vous proposez ? Écoutez, pour le coup, on se retrouve assez avec Aurélien, puisqu'on a chez vendezvotremaison.fr un peu la même vision. L'idée, ça a été de créer, en fait, de faciliter la transaction, de la rendre rapide et sécurisée. C'est vrai, comme disait Aurélien, il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui que finalement de vendre une maison. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile, extrêmement long. Et on s'est dit qu'inventer finalement un service qui permettrait à nos vendeurs de pouvoir vendre immédiatement, ça pouvait que fonctionner. Olivier Colcombé, vous avez des points à rajouter ? Oui, en fait, il y a la durée, il y a la sécurité physique, puisqu'il y a un seul expert qui vient, puisque dans notre modèle, effectivement, aux US, il n'y a pas de déplacement physique pour faire l'expertise du bien. Chez Dili, on a un conseiller sous 48 heures qui vient, qui visite et qui donne une valeur au bien, puisqu'on croit à cette expertise locale. Certes, on s'appuie sur des algorithmes d'évaluation, bien sûr, mais on fait valider, et Mathieu, notre CTO qui est ici, est un fan de digital, mais il est le premier à dire que c'est quand même un vrai plus si un conseiller se déplace avec toutes les particularités du bien. Et ensuite, il y a la deuxième sécurité, qui est la sécurité du règlement. Il n'y a pas de risque de casse de compromis, il y a des échéances fermes. Donc c'est aussi important parce que je choisis la date à laquelle j'aurai la remise des clés et ma liberté par rapport au bien que je viens de céder. Un professionnel, ça c'est l'autre particularité, qui lui ne peut pas se permettre de rompre la vente. Il y a des engagements d'un professionnel vers un particulier. Donc on voit très bien qu'il y a une notion de rapidité qui est probablement l'entrée dans ce marché. J'ai une mobilité, j'ai une rupture personnelle, professionnelle, que sais-je, un décès, il y a plein de clauses. Puis ensuite, j'ai la deuxième partie qui est celle qui, aujourd'hui, est le succès du modèle aux États-Unis, parce qu'elle est beaucoup plus importante, c'est le désir de confort, pas de stress, pas de contraintes. Et on voit bien que c'est là où est le marché. Le premier, c'est probablement un marché en détresse, et on veut pas une niche et en détresse. Donc bien évidemment, on ne devrait pas cristalliser notre offre autour de ça. Et c'est pas toi qui me contredira. L'autre, c'est quand même la grosse partie du marché, et c'est celle qu'on vise, et c'est celle qui a permis la semaine dernière à Open Door de lever encore 400 millions aux États-Unis. Absolument. Donc finalement, l'information... Je dois faire une précision quand même sur les États-Unis. Dans certains États, ce qu'on appelle l'inspection est obligatoire. C'est un métier d'être home inspector. Et ce que fait Open Door et les autres e-buyers, c'est qu'ils fixent un prix, ils envoient leurs inspecteurs, et en fonction de ce qu'ils découvrent, s'il y a des réparations à faire ou pas, ça peut donner lieu à une négociation de prix avec le vendeur, en lui disant on maintient notre prix, mais tu fais telle liste de réparations, ou on baisse notre prix d'achat, on te l'achète quand même, et c'est nous qui ferons les réparations. Absolument. Donc on voit que finalement il y a une information hard qui peut se faire, mais finalement l'information qualitative humaine est quand même nécessaire pour arriver à un juste prix. Absolument. Nous, c'est vraiment, je dirais, chez Homeloop, on a très tôt investi vraiment beaucoup dans la technologie et dans le développement d'algorithmes sophistiqués pour être capable instantanément de vous faire une proposition au prix de marché. Et par ailleurs, on a également des experts immobiliers en interne qui sont formés aux techniques d'expertise du Centre national de l'expertise et qui vont derrière vraiment compléter l'information qu'on a collectée en ligne et vraiment être en mesure de vous dire votre bien votant. Absolument. Donc l'algorithme ne peut pas tout, on va dire. Il y a ses limites. Pour l'anecdote, parce que beaucoup se sont demandé si Open Door allait court-circuiter les agents immobiliers. En partant à l'aéroport, j'ai entendu leur publicité à Tampa, où ils sont en train de se lancer. Et ils expliquent le concept très simplement. Une offre d'achat en ligne, le prix a été revu et validé par une équipe de professionnels ayant au moins 10 ans d'expérience. Tout à fait. Comme quoi l'expertise compte. David Melopena, quelle différence peut-on faire par rapport aux agents classiques ? Qu'est-ce qui vous rend unique par rapport à ces gens-là ? Évidemment, on a déjà abordé un petit peu le sujet, mais peut-être un petit peu creusé par rapport à ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, chez vendezvotremaison.fr, on achète et on revend via des agences pour à peu près 50% de nos achats et de nos reventes. Donc nous, aujourd'hui, on fait travailler les professionnels à la fois quand on achète et également quand on vend.
En effet, les particuliers, les professionnels nous appellent pour la simple et bonne raison que nous sommes directement des acheteurs. Des acheteurs qui, comme le disaient tout à l'heure mes confrères, si je puis dire, qui achètent en paiement comptant et sans délai de rétractation, puisque nous avons le statut de professionnel. Et c'est pour ça qu'on a souhaité répondre à cette demande d'immédiateté et de sécurité. Ce qui nous a amené en fait à créer ce concept, c'est plusieurs choses. On a eu chez nous, donc on avait une activité de marchand de biens un peu plus classique, et on avait des vendeurs, on avait notamment une vendeuse qui est venue nous voir, elle en avait marre des visites qui n'aboutissaient pas, et elle nous a sollicité pour qu'on puisse acheter sa maison. C'est ce qu'on a fait. On a eu également une autre personne qui avait souscrit différents crédits, qui souhaitait partir en Bretagne, qui nous a demandé également si on pouvait lui acheter. Et on lui a d'ailleurs acheté, on lui a même avancé son premier loyer et sa caution pour qu'il puisse démarrer sa nouvelle vie. On parlait tout à l'heure également effectivement d'héritiers qui, dans le cadre de succession, sont venus nous voir en disant écoutez, on a hérité de cette maison-là, mais on n'est pas dans le secteur. La maison est assez loin, on n'a pas forcément envie de s'en occuper. On serait vraiment ravis si vous pourriez nous proposer une solution rapide et efficace et nous acheter notre maison. Ou encore, il y a quelques jours, une agence qui nous appelle en disant écoutez, j'ai un vendeur sous la main, il souhaite une réponse rapide, est-ce que vous pouvez nous aider dans ce sens-là ? Donc finalement, rapidité, simplicité, efficacité, c'est vraiment les clés de la valeur ajoutée finalement de ce modèle. Sécurité. C'est ça. En fait, nous, on a souhaité se placer comme une alternative crédible à la vente traditionnelle, et on a mis justement un processus de vente simple, rapide et efficace. Et effectivement, ce qui nous différencie des autres acteurs, c'est que pour la première fois en France, sur notre site vendezvotemaison.fr, vous avez un service d'estimation, donc vous pouvez estimer votre maison en quelques clics, et vous avez une offre de prix immédiate qui vous est faite. Olivier Colcombé, pour votre modèle, pour Dilly, c'est un petit peu... Alors nous, on a la particularité d'avoir à peu près toutes les briques de la valeur du business. Donc on a la chance d'avoir nos acteurs qui connaissent les quartiers, puisque c'est le propre d'un conseiller en immobilier indépendant, c'est qu'il travaille là où il vit. Donc on a recours à nos collaborateurs. Une fois qu'on a un client qui s'est manifesté sur le site Dilly, et bien sous 48 heures, il y a un call center qui qualifie le bien à vendre, qui bien évidemment explique l'offre, parce que pour moi c'est une offre au final. Les montages qui sont derrière, finalement le client final, lui c'est le service qu'il veut, qu'on ait des problématiques d'equity parce qu'il faut investir dans ses biens, les porter, de revente rapide, tout ça, c'est pas vraiment son sujet. Son sujet, c'est le service qu'on lui propose. Et tout le reste, c'est du back-office et c'est à nous d'être des pros pour le gérer. Et je crois que c'est vraiment ce qu'ils vont chercher, puisqu'on leur enlève toute cette peine qui est sur le stress, finalement. Qui fait que c'est du stress de vendre une maison et que c'est de l'incertitude. Donc au moment où ils prennent leur décision, et je crois que c'est la plus grosse des différences, ils ont un prix ferme, une date ferme, et ils ont la certitude d'être payés comme on l'a chacun rappelé. Donc nous avons, si je puis dire, utilisé nos tuyauteries habituelles qui sont bien rodées avec des vrais pros, et donc ils interviennent à différentes étapes de la relation du parcours client chez Dilly. Donc anti-stress, anti-tracas, oui, au-delà de même de... Et puis nous on en parle parce que ça nous intéresse, parce qu'il y a la fonction revente, mais le propriétaire, la fonction revente, ça lui passe bien au-dessus. C'est pas son au problème. contraire, on l'a libéré de ça. Tout à fait. Donc il faut vraiment être un peu plus décortiqué ce qui est notre tambouille de professionnels et pourquoi un particulier va nous sollicite. Et on l'a constaté avec toute mon équipe dans Mathieu, il y a beaucoup de seniors quand même qui sollicitent cette prestation. D'accord. Parce qu'il y a une notion de sécurité. S'il y a un expert qui passe, il n'y a pas 35 personnes qui visitent leur maison, leur appartement. Et puis ils ont probablement atteint un niveau de revenu qui fait que lâcher 7%, parce que chez nous c'est 7% de plus, pour ce service, finalement, par rapport au confort qu'il apporte, c'est une vraie valeur. C'est pas colossal, c'est une vraie valeur. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que... C'est le prix du service, quoi. Mais on conserve dans notre groupe toute la valeur ajoutée que peut apporter un professionnel en chair en os. D'accord. Voilà.
Aurélien Goudefard. Alors nous, c'est vrai que voilà, moi je me suis lancé un peu la fleur au fusil, donc on n'avait pas la chance d'avoir un réseau d'agents existants, etc. Donc on est vraiment parti la fleur au fusil, donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos volumes d'activité, on a une acquisition directe du propriétaire qui est très largement majoritaire. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est 90% de nos transactions qui sont en direct avec le propriétaire. Ouais. Mais alors, non, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, on est aussi en train de... Voilà, on a effectivement aussi géré cette partie revente, et de plus en plus, on travaille en partenariat avec des agents locaux, puisque, voilà, effectivement, je pense que ce qui fait la force de certains acteurs, c'est ce maillage local, et je pense que, voilà, de pouvoir s'appuyer sur un réseau d'experts locaux qui peuvent être apporteurs d'affaires, créer une vraie solution, puisque je pense que ce qu'on voit aussi aux États-Unis avec des acteurs de la transaction traditionnelle qui proposent des services de iBuyers, c'est que quelque part vous avez une complémentarité d'offres pour votre client qui est extrêmement pertinente. Isabelle ? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers temps. Zillow, l'année dernière, donc portail numéro 1 aux États-Unis, a lancé une offre en test et a officialisé sa généralisation cette année. Redfin, Realogy et Keller Williams, qui sont des très gros réseaux, ont aussi embarqué dans les e-buyers. Donc on sent bien qu'il y a ce mariage qui se crée entre l'offre e-buyers et l'agent traditionnel. Opendoor a fait l'acquisition en septembre d'un broker qui s'appelle Open Listing. Donc même le e-buyers a besoin de l'agent immobilier sur le terrain. C'est la démonstration, surtout je pense aux États-Unis, que finalement ce sont les agents immobiliers qui sont à la source pour aller chercher les vendeurs sur le terrain. Et ce qu'on leur offre aujourd'hui, c'est un service de donner du choix aux vendeurs entre ce sera peut-être un peu moins cher, mais c'est rapide, simple et vous avez la sécurité du paiement. Ou moi, en tant qu'agent immobilier, mon rôle c'est de vous dire que si vous avez le temps, si vous le souhaitez, je vous accompagne. Et là, peut-être que ce sera sur un prix différent, un peu plus de risques, mais un peu plus de gains. Tout à fait. Maintenant, on va parler un petit peu de cette évaluation du prix. On en a un petit peu abordé à travers l'algorithme, mais peut-être que vos modèles va porter sur la notion de juste prix, puisque ce juste prix va conditionner l'attractivité du vendeur, enfin, selon moi, et en même temps la rentabilité de vos sociétés. Donc voilà, peut-être vous exprimer là-dessus, Olivier Colcombé. Oui, le juste prix, s'il en existe un. Oui, s'il en existe un, bien sûr. Mais c'est important parce que finalement, c'est le croisement d'une offre et d'une demande, et donc il y a une notion de prix, tout à fait. Il y a une notion d'intensité de marché, et c'est probablement celle-ci qui est la plus délicate. Le prix, on s'était posé la question que notre algorithme propose dès la première entrée en relation avec Gilly une fourchette de prix. Et finalement, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Je crois que tu le fais pas non plus. Si, on le fait maintenant. Ah, tu le fais. Ouais. Bon, bah voilà, comme quoi ça change. Donc, à titre indicatif, si tu cherches des réseaux pour vendre tes biens, on est là. Donc, nous, aujourd'hui, on propose plus en amont un prix théorique. D'accord. On trouve qu'il est plus dans la relation client et l'accompagnement de l'avoir en ligne, de lui proposer le service, de lui expliquer le service et d'avoir une personne, une fois qu'on a finalement dit go, no go, parce que c'est ça ce qui se passe au call, on envoie quelqu'un physiquement qui fait une vraie évaluation. Tout à fait. Avec tout le sérieux que peut avoir un professionnel. Mais il s'avère que j'ai aussi une équipe on pourrait dire d'évaluation du risque, qui va revoir les actifs et qui va utiliser un algorithme d'évaluation, les méthodes traditionnelles pour s'assurer que la proposition qu'on va faire au vendeur, et qui est une proposition très très claire, puisque sur le site vous avez le prix exact que vous aurez en poche. Donc ça, c'est un autre élément, une autre voie que l'on a décidé. On a jugé avec mon équipe et Mathieu et mon COMEX que dire je vous achète à 200, moins 5% de frais d'agence, moins 7 de frais de service d'ILI, c'était carré, c'était transparent, et que finalement on a vocation à revendre à 200 000 ou peut-être à 205, mais pas à 300. On veut être très clair, la proposition de valeur, c'est une offre, comme tu le disais, et donc cette offre, elle a un prix, et on ne voudrait surtout pas que ça soit appréhendé par les Français qui ont parfois un peu des oursins dans les poches, et donc un peu de peine à sortir et payer le service, que derrière, on va en plus refaire 50 000 sur leur dos, sans aucun investissement. La particularité chez Dilly, c'est qu'on part du principe qu'on n'a pas vocation à faire des gros travaux. On peut faire un petit rafraîchissement
style homestaging, mais pas plus. C'est un peu le cas aux États-Unis. Oui, j'ai beaucoup de commentaires sur le juste prix. C'était le titre d'une slide l'année dernière quand j'ai parlé des e-buyers ici. J'avais demandé à 3 amis en Floride de faire le test, alors sur OfferPad, parce qu'OpenDoor n'était pas encore à Tampa. Et ces 3 amis avaient mis en vente leur maison, avaient refusé les offres parce qu'elles n'avaient pas prévu de vendre, mais elles ont été surprises des résultats et on avait des écarts qui allaient de l'ordre de moins 10 à plus 10%, je me souviens plus exactement, avec Zillow. Alors, je ne dis pas que Zillow détient la vérité sur les prix, c'est pas le débat du jour, mais ça reste la première source d'information du vendeur qui voudrait estimer sa maison. Donc finalement, une surprise dans 2 cas sur 3 de copines qui m'ont dit « mais ces gens-là m'achètent ma maison dans 48 heures pour un prix supérieur à ce que me dit Zillow ». Donc j'appelle ça le juste prix et c'est le fondateur d'OpenDoor qui le dit lui-même. Pour que le modèle marche, il faut attirer les vendeurs. Pour attirer les vendeurs, ils ne sont pas en train de faire des affaires sur eux en leur proposant des prix au rabais. Et du coup, le juste prix m'amène au modèle économique en général. En fait, leur modèle économique ne repose pas sur la plus-value qu'ils vont le faire à la revente. Donc, ils sont prêts parfois à rentrer des maisons à un prix où ils vont peut-être faire que 5% un mois et demi plus tard au moment de revendre. C'est ce qu'on observe pour l'instant chez OpenDoor ou Zillow sur les ventes qu'ils réalisent. 5 à 8% d'appréciation. Le modèle économique, c'est cette source de revenus-là, mais aussi le service payant de rajouter à la commission. Aux États-Unis, en moyenne, le vendeur va payer 6%, qui vont se répartir entre l'agent de l'acheteur et l'agent du vendeur. Et c'est toujours considéré comme étant le coût du vendeur. Et les e-buyers arrivent à rajouter entre 1 et 3% de commissions supplémentaires. Et OpenDoor, par exemple, fait 1000 transactions au mois d'août, 2 fois plus que l'année dernière. Et c'est 1000 personnes qui acceptent de payer ces 9% de transactions pour payer ce service-là. Je pourrais réagir parce que, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on a fait une étude IFOP. Et de mémoire, il y a 41% des Français sondés qui sont prêts à lâcher entre 6 et 10%. Tout à fait. Ah, c'est ça, ouais. Pour ne pas avoir d'attente, d'insécurité, ouais. De tracas, etc. fait partie des... Alors je reviens un petit peu sur le fait, donc apparemment vous ne donnez pas tout de suite le prix, vous oui. J'allais dire pourquoi, parce que ça crée un prix de référence, parce qu'effectivement une fois qu'on communique un prix, ce prix devient un prix de référence. Donc effectivement après s'il y a une décote, est-ce que c'est par rapport à une réalité qui serait faite? Alors, nous justement on a fait le choix de donner un prix directement en ligne et justement l'objectif c'est qu'il soit le plus proche possible du prix final. Oui, parce que sinon ça peut être contre-productif. Mais en fait justement je pense que c'est très important ce que disait Olivier, c'est qu'effectivement on veut vraiment présenter ça comme un service avec le coût du service et l'année dernière on ne donnait pas le prix. D'accord. Et là, du coup, je pense qu'en termes de positionnement, enfin, le prix n'était pas donné en ligne, et je pense que là, du coup, on peut se dire, enfin, le propriétaire peut se dire, en réalité, à quel prix vont vraiment revendre mon bien. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment, en étant beaucoup plus transparent sur le prix estimé et sur le prix auquel on achète, ça permet vraiment de vendre ça comme un service, ce que c'est dans le fond, en fait. Je réagirais, en fait, notre algorithme ne donne pas le prix. Oui. Mais on suggère aux propriétaires vendeurs de passer dans la moulinette et donc de calculer son prix. D'accord. Donc on est plutôt à lui dire combien penses-tu que vaut son bien, et puis donc il fait son calcul et voici le net tu conviens. Donc c'est un peu un premier filtre, mais c'est aussi un guide, et ensuite on passe au juste prix, pour reprendre ton expression. Isabelle ? Oui, j'ai oublié de préciser que Zillow, qui est ni agent immobilier ni e-buyers, mais portail, accompagne systématiquement l'offre d'achat qui vient de partenaires investisseurs, en fait. OfferPad, qui est un e-buyer et partenaire de Zillow pour acheter des maisons, ils accompagnent systématiquement l'offre d'une estimation par un agent immobilier, un de leurs agents immobiliers premiers, comme ils les appellent. Et donc, on a plusieurs prix au final au moment où l'internaute fait sa recherche. D'accord. David Milopena, aujourd'hui, quel est votre niveau d'activité? Quelle est votre stratégie de développement? Comment vous envisagez l'avenir? Si vous voulez bien, je vais juste revenir. Ah oui, il n'y a pas de souci. Pour le coup, on était les premiers à mettre effectivement une offre de prix en ligne. Et c'est vrai qu'on le fait en quelques instants, vous avez tout de suite l'offre. Et c'est vrai qu'à mon sens, il n'y a aucun algorithme, même le plus sophistiqué, qui pourra réellement vous dire, voilà, ça vaut tant. Des sites d'estimation, aujourd'hui, il en existe des tonnes. J'ai moi-même été agent immobilier, et d'un agent immobilier à un autre qui se déplace, lui, physiquement, vous pouvez avoir des différences. Alors combien même un algorithme pourrait prédire exactement le prix. Malgré tout, nous, cette semaine, on a réalisé trois transactions. Sur les 3, il y en a 2 où notre algorithme était complètement
dans ce qu'on avait donné. Et sur une troisième, il y avait effectivement une différence parce que vous n'êtes pas forcément en mesure de connaître d'emblée l'état dans lequel de ce que vous allez visiter. Bien sûr. Donc forcément, ça peut entraîner des différences. Alors sur la question de notre niveau d'activité, il faut savoir que nous, on a démarré déjà il y a quelques années. À l'époque, c'était dans mon pavillon Phoenix. J'avais commencé dans un tout petit bureau de 9 mètres carrés. En quelques années, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 5. On fait un peu plus de 11 millions d'euros aujourd'hui. Et on pense que dans les années à venir, notre métier fera partie d'une offre classique. En effet, on commence à proposer à certains de nos clients qui viennent pour acheter des maisons chez nous, finalement, de leur reprendre un peu comme le ferait un concessionnaire, de leur reprendre leur maison. Vendezvotemaison.fr a déjà acheté près de 600 biens immobiliers dans 21 départements différents, ce qui veut dire que finalement, les process qu'on a mis en place chez nous permettent d'acheter dans différentes régions et que ça se révèle efficace. Au total, cela représente à peu près 1600 transactions. Et l'avenir pour nous, écoutez, c'est la mise en place actuellement, grâce à une banque d'une levée de fonds d'un peu plus de 11 millions d'euros qui est en train de se mettre en place. Et grâce à cela, on envisage dans les 5 ans de s'implanter sur tout le restant du territoire et de recruter environ 50 collaborateurs. On a souhaité créer l'immobilier de demain et devenir rapidement une alternative à l'offre d'aujourd'hui. Olivier Colcombé, au niveau du financement, parce que à un moment il faut acheter, donc il faut financer. Comment vous organisez quel partenariat? Enfin, peut-être que vous avez fait des partenariats avec des banques. Bon, aujourd'hui, des fonds. Nous on est humble, on est plutôt en pilote, donc on est sur Paris-Lyon. D'accord. Donc on finance sur fonds propres. On a la chance d'avoir des fonds propres. Donc pour le moment, on se débrouille. J'étais avec des banquiers ce matin, donc il y aura besoin d'alternatives. Ça peut être des nouveaux business models. Dans le terme de levée de fonds, ça peut être des banquiers spécialisés en immobilier. La grosse particularité, c'est qu'ils ont pour tradition d'asseoir ou d'adosser leur crédit au bien immobilier. Nous, si on hypothèque, pour faire bref, on ne peut plus avancer. On perd beaucoup de temps. Enfin, donc il faut vraiment... et donc, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est de prouver que c'est scalable ou scalable, parce que on va faire X transactions, on va leur démontrer, et c'est pour ça qu'on a pris Lyon-Paris, parce que Paris, c'est pas un marché, Paris, c'est une spécificité française, et donc il nous fallait une ville de province active pour dire le modèle fonctionne ailleurs. Voilà, parce qu'on est vraiment sur cette V1, on pourrait appeler un POC, mais on est sûr que ça va fonctionner, donc on parle pas de POC. Le proof of concept, il a été fait, tu es là pour le prouver. Donc derrière, c'est d'aller voir les banques. Et puis, moi, je ne sais pas si elles diront 30% d'equity ou 30% de fonds propres, 70% de dette, ou 70-30. C'est trop tôt. Mais c'est évident, on voit des acteurs américains, que je crois qu'ils sont accompagnés de 2 milliards de cash. Open Door, ils sont à 1,5 milliard de financement. Je pense que c'est 50-50. 50-50 chez eux. Bon, ils sont valorisés à 2 Donc on voit bien que, de toute façon, c'est une offre. Cette offre, je suis totalement convaincu qu'elle va rencontrer son marché, puisqu'il est là. Je pense qu'on a beaucoup de bonnes raisons d'être confiants pour le déployer sur la France. On ne sera pas les seuls. On se connaît depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est quand même lui qui a commencé le premier. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais il y a une notion de sécurité. Donc il y a 2 points qui me semblent importants. On revient à l'évaluation. Si on se trompe dans l'évaluation, on porte des biens et on fait vite une perte qui est supérieure à notre marge, parce que 7 points, c'est pas grand-chose. Et ensuite, la deuxième partie, donc là, c'est d'évaluer la liquidité. On en parle beaucoup en bourse, et bien on va en parler en immobilier. Si j'achète un titre, il faut qu'il soit liquide, il faut qu'il soit coté. Et donc, et chez nous, c'est plutôt qu'il faut qu'il ait la cote. Oui, et s'il a la cote, il partira facilement. Donc ça, c'est un point qui nous paraît vraiment critique. Et puis ensuite, il faut booster, donc il faut vite le remettre en marché. Absolument. Pour qu'il trouve son acquéreur. Voilà. Donc la force peut-être de Dili, c'est d'être dans une structure qui permet ensuite d'avoir des conseillers. Oui, en termes de publication, en termes de mise en marché, si on employait un terme plus grand distrib ou autre, produit de consommation, pour sa mise en marché, on est plutôt bien loti, mais je crois que, comme chacun ici, on l'a insisté,
si on n'a pas de réseau, si on n'a pas nos 3700 vendeurs qu'on a la chance d'avoir, Exactement. on peut se brancher sur d'autres tuyaux Absolument. et Peut-être que- d'autres professionnels qui s'en chargeront avec un partage de commissions comme la profession Tout à fait déjà. Aurélien Goutefard, justement, sur ce point. Ouais, alors nous c'est, je dirais, enfin effectivement, en termes de développement d'activité, nous on est extrêmement prudents parce qu'en fait notre métier, en fait, à la fin, le métier d'un iBuyer, c'est de gérer du risque. Enfin, il y Tout a à une fait. grosse partie de gestion de risque. En fait, effectivement, c'est un service qui pour le client doit être le plus simple possible, mais en interne, notre tuyauterie, c'est de la gestion des risques. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui en termes d'activité on est sur des volumes qui par rapport à la demande n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait faire. Simplement voilà, on va acheter, on a une taille d'encours potentielle d'une 30aine de millions d'euros qui nous permettent voilà, de réaliser en fonction de la valeur des biens entre 500 et peut-être 1000 transactions en fonction des localisations où on va être présent. Donc aujourd'hui nous on a fait le choix, étant donné qu'on s'appuie énormément sur la donnée, on a fait le choix d'être présent uniquement en Île-de-France puisque c'est là où on a voilà, de la donnée et quelque part une fluidité de marché qui font que effectivement ça contraint un petit peu notre développement, mais en tout cas on préfère se concentrer sur ces zones et ensuite envisager le déploiement national. Il y a un point qui est important que j'ai oublié, c'est en fait on est sur de la mobilisation de cash. La seule solution pour que ça soit rentable, il faut le faire tourner. Oui, tout à fait, c'est la Donc, rotation du stock. Mais quoi. bien évidemment, donc il faut que ce cash il tourne. Je ne sais pas quel est le Voilà, Quelques justement, infos, Isabelle, Isabelle, Zillow, là-dessus. mais c'est Des infos. nous on a estimé, on a fait nos business models, nos BP, sur 3 mois. 2 à 2,4 fois D'accord. le même cash. Vélocité. Ouais, exactement, le même cash investi. D'accord. Isabelle, Oui, il y a aux une vraie États-Unis. question qui se pose sur la mise à l'échelle. Et pour situer les choses dans leur grandeur, les États-Unis, c'est la taille d'un continent, mais les e-buyers n'existent que dans une dizaine de villes. Tout à fait. L'objectif d'Open Door, avec sa récente levée de fonds, c'est d'atteindre 50 villes d'ici 2 ans. Donc ça reste encore que 50 villes. Et ils visent aussi une introduction en bourse pour continuer à se développer. Donc eux aussi ont le même challenge. Je vous rejoins sur le fait que l'attractivité du modèle est validée aujourd'hui, sinon on n'aurait pas autant de grands acteurs qui y vont. Tu as eu l'expression de dire son marché, et c'est vrai. N'oublions pas que les e-buyers n'achètent pas tout type de maison. On à est fait. ici sur des biens, le bien moyen est à 220 000 $ et on est entre du 150 et 500 000 $. Surtout pas des maisons, dites sinistrées, des saisies, etc. Donc il n'y a pas ce côté bonnes affaires où j'achète moins cher. En gros, je dirais ce sont des maisons où l'algorithme performe le mieux et où on rajoute la couche de l'agent immobilier qui connaît son sujet. Donc on verra quelle sera l'échelle de ces e-buyers dans le futur. Et pour le côté financement, aux États-Unis, comment ils s'organisent, les e-buyers ? Oui, alors le service d'Open Door, évidemment, se fait connaître sur la partie vente parce que c'était vraiment l'innovation de dire à un vendeur en 48 heures, on vous achète votre maison. Mais eux voient plus loin que ça. Derrière, ils ont un vrai service aux acheteurs de leur proposer ces fameuses maisons qu'on visite seul autant qu'on veut avant de l'acheter. Ils ont très rapidement ouvert un service de prêt immobilier parce qu'il y a un tel enjeu de revendre rapidement. Une maison vous coûte de l'argent tant que vous la possédez. Et pour être concret, quand on habite en Floride, vous n'arrêtez pas la clim, vous entretenez la piscine pour les gens qui font des visites. Donc il faut que ça aille vite. Ce qui est observé pour l'instant, c'est qu'ils mettent environ 3 semaines à la remettre sur le marché, après les travaux, etc. Et en moyenne, ces maisons se revendent en 3 semaines. Donc ça va être 6 semaines pendant lesquelles ils ont des coûts fixes qui seront à peine absorbés par la plus-value. Et c'est là que la commission rentre en jeu dans le modèle. Et donc pour les acheteurs, comme il faut que ça aille vite, ils leur proposent des prêts immobiliers dès qu'ils en ont un, et ils vont même aller jusqu'à leur dire on vous fait une remise sur le prix d'achat et cet argent-là, on va le mettre comme un apport pour un prêt que vous souscrivez chez nous Donc, en dès fait, aujourd'hui. ils essayent d'accélérer finalement ce l'achat est bouclé. processus. Et à noter que Zillow a aussi un département mortgage et Redfin, qui a un réseau immobilier, en même temps qu'ils ont lancé leur offre Redfin Now, a aussi ouvert un département prêt immobilier. Donc on voit bien que derrière ce modèle, il y a des partenariats, que ce soit avec des banques, avec des agents immobiliers, pour pouvoir capter ces vendeurs et puis pouvoir aussi placer la vente. Une chose qu'on peut se poser, c'est quelle est la résistance de ces modèles en situation de crise, où là, le marché pour l'achat va être compliqué. Comment vous prévoyez de vous organiser L'un d'entre vous. Je peux dire ce que David, disent les Américains, si vous voulez. Écoutez, c'est toujours une question de banquier. En tous les cas, c'est une question qui est très importante. C'est vrai que n'importe quelle entreprise aujourd'hui, on se pose la question de savoir finalement comment on pourrait
réagir si crise économique venait à arriver. Pour notre part, en fait, on a créé cette société en mars 2007. En septembre 2008, la crise immobilière arrive. Effectivement, de septembre à 2008 à janvier 2009, je peux vous assurer que j'ai pas bien dormi. Ça, c'est certain. Comment on a réagi et quelle a été en fait notre force pour finalement continuer notre niveau d'activité. Il faut savoir qu'effectivement, la force des e-buyers, c'est qu'on achète aujourd'hui et qu'on revend demain. C'est-à-dire que finalement, quand il y a eu la crise qu'on a connue, les prix de l'immobilier descendaient. Et même à chaque crise qu'on a pu constater, finalement, l'immobilier, certes, descend lors d'une crise, mais on ne passe pas d'une maison qui vaut 200 000 euros à une maison qui vaut 100 000. Vous avez votre maison qui, peut-être en une année, aura perdu 5, 7%, voire peut-être 10% lors d'une crise un peu plus sévère. Et tout simplement, on a, dans notre process, on a une marge qui nous permettrait de sortir, en fait, toutes ces opérations et de racheter, finalement, au nouveau prix. On a plusieurs stratégies pour sortir. On pourrait imaginer aussi que via une filiale, on conserve ses biens et on les loue le temps qu'il y ait un retournement de situation. Mais en tous les cas, pour nous qui avons connu une crise économique et qui l'avons passée, ça a été le fait de continuer à vendre, de baisser finalement nos prix plus rapidement que le marché pour pouvoir écouler nos stocks. D'accord, donc baisser plus rapidement. Olivier Colcombet, c'est quoi votre vision? Déjà, en fait, on a oublié de préciser... Pour les Français, nous, on vient de faire un processus complet en 34 jours, c'est-à-dire qu'entre le lead qui est arrivé et le cash sur le compte du vendeur, 34 jours. Ça vous donne un peu, parce que c'est important, sinon on parle en vrac. Oui. Donc c'est très très court par rapport aux habitudes, sachant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas je repars pour 6 mois de transaction parce que mon acquéreur s'est volatilisé. Effectivement, le deuxième point, c'est qu'il faut très très vite remettre en marché et aller vite. Il y a bien évidemment un point qui est lié à la data, c'est qu'on doit être capable de sentir le point d'inflexion, donc le point de retournement de marché. Quand on a du volume, mandat, nous devons avoir 62 000 mandats aujourd'hui, je crois, forcément on voit, il y a une petite érosion, il y a un petit allongement de la durée, enfin, il y a des faits, avant que les prix baissent, il y a une grosse résistance déjà des propriétaires. Donc nos biens, bien évidemment, mais tous ceux qui nous ont confiés et ceux du marché, si on les suit, on va bien voir que, tiens, ça freine. Et ça freine, on va peut-être être un peu plus exigeant. Et puis on va probablement booster, effectivement. Je ne suis pas complètement convaincu de la baisse de prix, parce que ce n'est pas l'objectif. Ce dont je suis plus convaincu, c'est qu'à un moment, on se coupe le bras pour le bien qui ne part pas. Et je crois qu'on ne fait pas une érosion généralisée, parce que ça, ce serait contre-productif. Voilà. Et puis l'autre élément, qu'on le veuille ou pas, il faut emmener des banquiers, il faut qu'ils soient ficelés avec une dette à moyen long terme pour pas qu'ils puissent vous couper les vivres et puis vous porter les biens. D'accord. Après, vous le louez, il y a d'autres alternatives, effectivement. Aurélien ? Alors nous, en effet, on a regardé aussi la distribution des rendements sur les derniers. Enfin voilà, on a fait une analyse historique qui montre que de toute façon le marché, le principal risque pour un iBuyer, c'est le retournement soudain du marché. Donc ce qui a pu se passer aux États-Unis en 2008, où là vous avez des prix qui ont baissé de 50%, mais simplement en très peu de temps, en 6 mois. Mais nous, en fait, on regarde, c'est un peu barbare, mais on regarde les 3 months drawdown, 6 months drawdown, 9 months drawdown. Donc c'est quelle est la chute maximale sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois. Et en fait, on sélectionne les marchés dans lesquels on opère sur ces bases-là. Mais de toute façon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'Île-de-France n'a jamais connu une baisse soudaine sur 6 mois depuis 1990 qui a été supérieure à 10% sur 6 mois. Donc on est quand même sur un marché en France qui est extrêmement stable et même qui est passé à travers la crise de 2008, qui est passé à travers la crise de 90, qui était une crise extrêmement violente pour le marché parisien. Donc voilà, on est sur un marché stable et nous, on traque aussi ces signaux faibles qui nous permettent d'identifier des mouvements de marché potentiels. De vous ajuster en termes de rachat. Isabelle ? Oui, alors vu des États-Unis, si j'osais, je dirais que l'Amérique... Le Great American ne connaît pas la crise pour l'instant, donc on ne sait pas comment réagiront les e-buyers, mais leur discours, si on leur pose la question, il y a effectivement d'invoquer l'algorithme, ils seront les premiers à voir venir la crise et à adapter leur stratégie d'achat à vente. Ce qu'ils amènent aussi comme élément de réponse, c'est de dire que s'ils sont à la tête d'un stock de maisons
que je rappelle, ils ont repeinte et réparée, c'est de se lancer sur le marché de locatif. Qui dit crise dit aussi peut-être moins d'acheteurs en capacité d'acheter, donc plus de location. Et pour la petite anecdote, un des fondateurs milliardaires ex-PayPal, on les appelle la mafia PayPal aux États-Unis, et aussi membre du COMEX de nombreuses startups, une sur le marché de la location, une sur le marché de l'investissement. Donc je pense qu'ils préparent très bien le terrain. C'est une lecture parmi d'autres, hein, mais pour que Opendoor, qui s'introduit en bourse dans 2 ans, ait déjà baqué ce qui se passera plus tard et comment écouler ces stocks de maisons. Tout à fait. Je pense au Portugal. Xavier Land, qui est notre directeur international, est ici. Quand le Portugal a connu la crise, il était quasiment impossible de vendre une maison en direct. Les banquiers ne refinançaient que des maisons sur lesquelles des banquiers étaient tankés. Donc ça aussi, c'est bien évidemment, ça dépend qui on a comme partenaire, mais c'était très très peu liquide pour un particulier d'être en capacité de financer une maison Tout à fait, oui. qui n'était pas sur le stock des banques. Donc on voit qu'il y a une espèce de recyclage là, qui n'est pas très cool pour le particulier, mais qui sécurise aussi ce genre de business. Tout à fait. Si je peux juste ajouter, je pense qu'il y a un point très important effectivement que vous avez souligné, c'est l'importance aux États-Unis en fait des single family rentals, des foncières single family rentals, qui sont en fait des acteurs institutionnels qui portent le stock de biens immobiliers. Parce qu'en fait, aux États-Unis aujourd'hui, la majorité, il y a quelques années, la majorité de ces investisseurs étaient des mom and pop investors, et depuis 2008, énormément de foncières institutionnelles se sont créées. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant, le chiffre qui n'est jamais publié, mais qui serait très intéressant de regarder, c'est quel est le stock de biens d'Opendoor qui est vendu directement à Invitation Homes, qui est d'ailleurs maintenant actionnaire de Opendoor. Parce qu'en effet, je pense qu'une grosse partie du flux de maisons sort directement chez des institutionnels. D'accord. Okay. Bon, en même temps, on parle de retournement sur 6 mois qui serait rapide. Si vous mettez à peu près 30 jours pour vendre une maison, on ose espérer que vous arrivez à maîtriser vos risques aussi. Bien, je crois que on va conclure cette table ronde. Il me semble que c'était 15h la fin, oui. Donc on est dans les temps. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, ces nouveaux acteurs sont plus des compétiteurs que des concurrents directs des agents classiques. Peut-être qu'il y a une articulation à faire partenariale avec ces acteurs, ou alors dans le cas de Didi, c'est un petit peu particulier puisque c'est déjà un groupe organisé donc autour de conseillers immobiliers. Je vois aussi se dresser la nécessité d'établir des partenariats financiers ou de fonds. Donc voilà sur ces conclusions-là. Après, je vais vous laisser peut-être dire un mot chacun pour conclure. Aurélien. Non, en effet, pour conclure, voilà, moi, encore une fois, je pense que voilà, la vision à 5-10 ans sur ce marché, moi je la vois vraiment comme une complémentarité, voilà, et être capable finalement d'approcher un client et de lui proposer un service qui va répondre à sa problématique du moment. Et effectivement, je pense que l'objectif est clairement pas d'être sur des coûts one shot. Olivier, non, pas de point. Oui, c'est une offre. On n'a aucun doute sur son déploiement. Les ruptures et les crises, c'est quand même le gros stress de ceux qui nous accompagneraient dans le financement. C'est pas le stress du client final. On l'oublie trop, et dans cette profession, on n'en parle pas beaucoup finalement. Voilà, nous, ça fait partie intégrante de notre stratégie. C'est un vrai plaisir de la déployer. On a un ADN d'audace et ça en fait partie. Voilà, hyper confiant. Et puis, pour les hommes qui ont la joie de le lancer, c'est quand même très excitant d'avoir une nouvelle approche du marché, tout en respectant et en s'appuyant sur les points forts, les piliers d'un marché existant. Voilà. David Melopena. Pour le coup, je rejoins assez. C'est vrai que c'est une activité qui est assez excitante et qui nous remplit d'adrénaline, parce que c'est vrai que c'est finalement un service qui paraît franchement simple et qui l'est, qui est rapide et paraît aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on le déploie, qui paraît être une évidence. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis je voulais également vous remercier de nous avoir reçus aujourd'hui et d'avoir été attentifs à ce... Isabelle.
Oui, je pense que les leçons à tirer de cette actualité, c'est que l'industrie se transforme quand même avec beaucoup de verticalisation. On l'a vu, pour qu'un portail en soit à proposer des offres e-bailleurs, à avoir un département mortgage, ils ont aussi des services de location. On est vraiment dans une logique d'accompagner le propriétaire dans tous ses projets et à toutes les étapes du projet. Et Open Door, finalement, est arrivé sur le marché simplement avec un service nouveau, pas que vendeur, j'insiste, il y a aussi le service côté acheteur. C'est un métier de service, on ne l'aura jamais assez dit. Les gens sont prêts à payer pour ce service. Et je pense qu'en plus, ce rapprochement e-bailleur, agent immobilier, rappelle aussi que le service, c'est du relationnel. La technologie n'est pas une fin en soi. Désolé, on est sur Rent, mais la technologie ne vient que permettre ce service. Et le relationnel de l'agent et son service feront la différence. Bien, mesdames, messieurs, merci de votre écoute. Merci Isabelle, David, Olivier et Aurélien.